Au départ, c'est pour les enfants curieux et pour les parents qui sont un peu déstabilisés sur certaines questions et qui veulent avoir quelques réponses. Ça vulgarise certaines notions du mieux qu'on peut, quoi. Il y a des parents qui sont par exemple démunis face aux nouveaux termes qu'on entend souvent comme blackface, ce genre de choses. Et ben en fait, ils peuvent avoir des réponses claires pour expliquer à leurs enfants. Ou même maintenant, c'est leurs enfants qui vont leur expliquer. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Je reçois aujourd'hui Rachid Sguini. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alias Rakid. C'est ça. Auteur, illustrateur, youtubeur, gribouilleur professionnel et mangeur de chamonix. Alors, les chamonix, c'est tout l'un ou tout l'autre? Les chamonix, je pense qu'il faut un palais assez délicat. Et c'est pas le cas de tout le monde, c'est ça le problème. C'est soit on aime, soit on déteste. C'est ça. Bon, la plupart des gens détestent, hein. La vérité. C'est la vérité, c'est vrai. Voilà. De chez l'Alsacienne, hein, c'est l'histoire du chamonix. C'est ce côté un peu comment c'est glacé. Si on devait définir glacé, le gâteau. Ouais. Glacé et très sucré. Ouais. Ah, ça, c'est très sucré. Ouais. Un seul suffit. Oui, c'est ça. Avant, c'était pas, on n'avait pas ça dans des emballages individuels à une époque. Je pense qu'ils ont essayé, mais en fait, le mieux, c'est toujours la boîte pour les grands-mères. Tous alignés, comme ça, bien rangés, comme s'ils dormaient. Ouais. Et Figolus Ah non, moi je suis moins figue. D'accord, donc c'est vraiment... Ah non, faut pas déconner. C'est la Madeleine de Proust pour vous. Si Exactement. on veut faire plaisir, c'est les chamonix. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un chamonix, après l'émission, vous pourrez aller goûter comme ça. C'est un pavé à l'orange amer, on va dire. Ah, l'orange et au sucre, très amer. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai appris ça sur vous. D'où vient votre pseudo ? Rakid, en fait, ça vient de mon prénom Rachid. Dans la ville où je vivais, donc au Puy-en-Velay, dans la rue où je vivais, il y avait un gars qui arrivait pas à prononcer les che. Il prononçait très mal les che et du coup il disait Rakid au lieu de Rachid. Et du coup, c'est resté comme ça. Je crois que tout le monde y passait. Hein. Il n'y avait pas de vous. Oui, il y avait pas une fixation sur vous. Non. Il y avait un gars qui s'appelait Ashraf, il l'appelait Akraf. Voilà. Et c'est resté pour vous ? Ouais, c'est resté pour moi parce que j'ai commencé à signer comme ça et puis c'est. Est-ce que ça veut dire que tout le monde vous appelait Rakid après Après mes amis proches, ils commencent à m'appeler Rakid. Aujourd'hui, vous êtes précisément à la place où vous avez toujours rêvé d'être, finalement, puisque vous avez toujours rêvé de dessiner. C'est ça. En fait, c'est quelque chose qui me suit depuis mes 4-5 ans, quoi. Pour moi, le but ultime de la vie, c'était de pouvoir dessiner et d'être payé pour ça. Et d'en vivre. C'est ça. Et aujourd'hui, vous en vivez. C'est ça. Vous publiez le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, aux éditions Lapin. Donc, comment je sais qu'un livre fonctionne ? C'est qu'en général, je le pose sur mon bureau et les gens viennent, ils regardent le livre et ils ne le lâchent pas. C'est-à-dire qu'ils commencent à le feuilleter, ils s'assoient et ils le lisent. Et c'est ce qui s'est passé sur votre livre. Non, pour vraiment voir s'il marche, il faut se le faire voler. Oui. Vous voulez toujours. Non, parce que là, c'est parce qu'en fait, je suis très vigilant et je repars avec le soir. Non, parce que oui, si je le laisse, je me le fais voler, sinon. Ah, d'accord, ok. Ouais, non, j'avais un œil vigilant sur le. Et tout le monde m'a dit ah ouais, très intéressant finalement. Ouais, finalement, ouais. En fait, moi, je pensais pas aussi qu'il ait autant touché de monde. Ce petit livre, je me dis ça va être un petit manuel assez sympa, facile à dessiner, assez ludique pour les enfants. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'adultes l'achetaient pour eux, quoi. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Au départ, ça s'adresse à qui votre livre ? Au départ, c'est pour les enfants curieux et pour les parents qui sont un peu déstabilisés sur certaines questions et qui veulent avoir quelques réponses. C'est une BD, on peut dire pédagogique aujourd'hui ou pas ? Oui, on peut dire un peu pédagogique, quoi. Ça vulgarise certaines notions du mieux qu'on peut, quoi. Et enfin, ça fait plus que vulgariser parce que ça apprend. Ah oui, après tout dépend de votre niveau dans le domaine, quoi. Mais c'est vrai que oui, il y a plein de personnes, par exemple, il y a des parents qui sont, par exemple, démunis face aux nouveaux termes qu'on entend souvent comme blackface, ce genre de choses. Et en fait, ils peuvent avoir des réponses claires pour expliquer à leurs enfants. Ou même maintenant, c'est leurs enfants qui vont leur expliquer. Alors, on va prendre, par exemple, une expression que je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à l'utiliser en France, c'est pack-pack. Vous expliquez pourquoi finalement pack-pack, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas quelque chose d'affectueux. Non, c'est pas quelque chose d'affectueux parce que ça vient du packy bashing des années 80 en Angleterre, où en fait toutes les personnes qui étaient, il y avait des groupes d'extrême droite qui tabassaient au hasard des personnes qui avaient l'air de venir d'Asie du Sud.
Et le terme après Paki, c'est déplacé en France, puis c'est transformé en Pac-Pac. En fait, il n'y a rien d'affectueux, quoi. Ça vient de ratonnades de personnes issues d'Asie du Sud, quoi. Et vous racontez l'historique de ce terme, C'est ça. 1964 au Royaume-Uni, voilà, pour être plus précis. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est des choses que j'ai aussi apprises. Quand j'ai fait mes recherches, en fait, j'ai essayé de balayer un spectre assez large, parce que je voulais pas faire un truc qui soit centré sur telle ou telle communauté, même si en fait la BD aurait pu faire 600 pages et 4 volumes. Mais du coup, j'ai dû essayer d'aller prendre dans chaque communauté un problème ou une thématique qui leur est propre. Et j'ai l'impression que pour les gens d'Asie du Sud, les Pakistanais, les Indiens, en fait, c'est le terme Pac-Pac qui revient très souvent. Et les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça peut être vexant pour eux ou ça peut être insultant. Oui. Et sans parler qu'en plus, on parle des Pakistanais, mais ils ne sont pas tous Pakistanais. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, on fait un truc. C'est complètement imprécis en plus. Exactement. Ouais. Pour eux, c'est vaguement une couleur de peau, une apparence, quoi. Mm-hmm. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on soit entre deux salles, deux ambiances? Il y a ceux qui disent, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Et puis, il y a aussi la zémorisation des idées qui fait qu'on n'a jamais été autant décomplexé sur le fait qu'on pouvait dire des choses racistes et la parole est vraiment décomplexée. C'est quand même, il y a les deux extrêmes. Comment vous expliquez que certains ont ce sentiment, voilà, qu'on ne peut pas s'exprimer? En fait, c'est les mêmes personnes. Là, les deux que vous citez sont les mêmes personnes. Les gens qui, les soutiens à la Zemmour, qui vont dire des choses horribles, sont les mêmes personnes qui disent on ne peut plus rien dire. C'est du Zemmour, c'est du Onfray, c'est toutes ces personnes-là qui sont sur les plateaux constamment, sur toutes les chaînes, et qui nous disent on ne peut plus rien dire. Mais en fait, tu ne peux plus rien dire sur France Télévisions, sur France Inter, sur CNews, sur RMC. En fait, si, tu peux parler. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut accepter aussi qu'il y ait des gens qui veuillent plus se faire insulter. Typiquement, l'histoire du Pac-Pac, en fait, le Pakistanais veut plus se faire insulter de Pac-Pac. En fait, et il a le droit de le dire. Et c'est vrai que ça gêne parce que je comprends que si... en fait, avec ces thématiques-là, il faut être humble. Il faut arriver à comprendre que des fois, on peut dire des choses, tout le monde, même moi, on peut dire des choses qui peuvent être racistes. Mais en fait, à partir du moment où on est corrigé, il faut être humble et se dire ouais, c'est vrai que ce que j'ai dit c'est raciste, j'essaierai de pas le refaire parce que maintenant je comprends pourquoi c'est raciste. Eux s'enferment dans un truc où ils se disent j'ai plus de liberté. Avant, je pouvais dire tout ce que je voulais de raciste. Aujourd'hui, j'ai plus de liberté, on peut plus rien dire. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, on te fait remarquer que ce que tu dis, c'est nul. Mais pourtant, la parole est libérée. On n'a jamais autant entendu de propos racistes qu'aujourd'hui dans des pseudo-émissions de débat où les gens ne débattent même pas. En fait. Oui, mais en fait, ils créent un faux problème. En fait, ils se créent un truc où ils se mettent en victime. Ah, je peux plus rien dire. Mais t'as fait 10 heures de télé cette semaine pour dire que tu pouvais plus rien dire et à dire des choses super racistes ou super borderline. Donc en fait, c'est eux-mêmes qui se créent cette bulle-là. Vous arrivez à comprendre aujourd'hui pourquoi on continue à donner la parole à ces gens racistes dans les médias? Je pense que c'est juste une question d'audience et en fait on a besoin de créer de l'entertainment, on a besoin de créer du buzz. Et en fait, on s'est créé ça sur Twitter. Par exemple, moi je prends un exemple sur Twitter, c'est que une parole qui est négative, qui est raciste, elle va tourner beaucoup plus. Moi, si à la radio je dis oui, aimons-nous tous, blablabla, personne va me retweet, personne va partager ma parole. Alors que si demain un député que personne ne connaît sort une grosse phrase raciste, il va être partagé. Même les gens qui sont contre lui vont partager en le citant, en disant regardez ce qu'il a dit, c'est pas bien. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est te faire parler. Donc, en fait, plus on est dans la provoque. Exactement. Ouais. Plus ça tournera. Donc, en fait, eux, ça les arrange. Il y a plein de gens qui font des carrières comme ça. Oui, donc c'est le métier aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'est se dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'un peu raciste, vraiment sur la ligne pour que mon message passe. Alors, tout le monde n'est d'ailleurs même pas très au clair sur la définition de ce mot. Raciste ou racisme. Qu'est-ce que c'est que le raciste? Alors, le racisme, en fait, c'est vraiment faire une différence en fonction de l'origine et de la couleur de peau. C'est globalement, si on doit résumer, c'est ça. Et c'est une question que vous vous posez. Qu'est-ce que la différence, par exemple, entre le racisme et la xénophobie? La xénophobie, il y a du racisme dedans, mais ça va aussi inclure les nationalités, par exemple. Par exemple, les Italiens ou les Espagnols. À l'époque, quand on disait les Italiens, l'époque de l'immigration italienne, c'était de la xénophobie.
En fait, c'est surtout parce qu'ils étaient italiens et pas pour leur couleur de peau, vu que c'était la même. Les Rital. Les Rital, exactement. Mais ça existait aussi, hein, même si aujourd'hui on l'a oublié. Oui, c'est ça. En fait, après, je ne sais pas si ça a complètement disparu. Ne vivant pas, ça je ne sais pas, mais oui, effectivement. Il y a le syndrome SPD, stéréotype, préjugé, discrimination. Alors ça aussi, ce sont des mots qu'on utilise souvent sans trop les comprendre. D'ailleurs, on parle de préjugés, de stéréotypes. Bon, bref. C'est quoi la différence, Rakid ? Le stéréotype, c'est vraiment une idée qu'on va avoir. Par exemple, moi, dans la BD, j'ai un exemple très clair. C'est par exemple, les Arabes ont le sang chaud. Ça, c'est un stéréotype. Et le préjugé qui va en découler, ça va être, c'est parce que les Arabes ont le sang chaud qu'ils ne peuvent pas faire de bons employés. Parce qu'on a peur que ça... Hein. Et du coup, ça va découler d'une discrimination en se disant, en fait, je ne vais pas embaucher cette personne parce qu'elle a le sang chaud. Voilà, c'est ça. C'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement, voilà. En fait, les trois sont liés et ils ont un ordre précis. Bon, Rakid est notre invité ce matin. On feuillette avec lui le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que. Mais pas que. Il y a même un autre titre beaucoup plus long derrière. Voilà. Pour les tontons racistes et toutes les personnes qui souhaitent comprendre le racisme et qui veulent éviter de perpétuer les préjugés parce que c'est pas cool le racisme. Et l'éditeur, sont les fameuses éditions du... Les éditions Lapin. C'est une super maison d'édition, super ouverte. Ils m'ont donné carte blanche. Je pouvais pas rêver mieux comme maison d'édition. C'est pas si souvent qu'on parle de BD, mais on en parle aujourd'hui sur un sujet qu'on essaye de simplexifier avec mon invité qui s'appelle Rakid et qui publie le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, aux éditions Lapin. Simplexifier, c'est essayer de rendre simple quelque chose qui est plutôt compliqué. Hein. Et c'est vrai que parler de racisme, c'est pas toujours évident. C'est ça. Hein, et ça surtout avec des enfants. Parce qu'en fait, il y a besoin d'utiliser certains termes, d'avoir des mots qui soient pas débilisants, mais quand même pas aussi complexes que pour des adultes. Et du coup, c'est l'exercice qui est un peu difficile. Il y a cette idée que le racisme, ça n'existe pas en fait, puisqu'il n'y a qu'une seule race en fait, la race humaine. Enfin, ça c'est quelque chose qui est assez récent, mais il y a qu'une seule race qui est la race humaine, mais il y a la race sociale. Et c'est ce qu'on combat en fait. Qu'est-ce que vous appelez Rakid, la race sociale ? La race sociale, c'est ce qui va être la couleur de peau, le niveau, comment j'appelle ça, la couleur de peau et le milieu, le milieu dans lequel on vit. Oui. Voilà. Et du coup, c'est ça qui va définir cette différence. Donc ça, c'est la race sociale. Et puis, il y a une autre race. Donc après, il y a la race humaine qui, oui, effectivement, on n'aura qu'une seule race. Mais en fait, les termes ont changé avec les époques. Mais du coup, on a gardé le mot racisme. Mais effectivement, il y a bien deux races différentes. C'est quelque chose que j'explique aussi dans le livre. Parce que c'est une question qui est très souvent posée par les enfants. Alors, il y a un sondage, 34% des Français pensent que les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. Ça vient d'où cette idée, finalement, que les Juifs seraient tous riches ? Ça, en fait, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre culture, enfin, dans la culture chrétienne, française, depuis le Moyen-Âge. Parce qu'en fait, les Juifs, on les cantonnait au métier de l'argent. La banque, tout ça, parce que on estimait que c'était des métiers qui étaient un peu qui étaient négatifs, qui étaient mauvais, et du coup on leur laissait à eux géraient ça pour les chrétiens, et du coup ça fait que les chrétiens n'avaient pas à toucher à ça, et du coup on les a associés à l'argent depuis. Alors comment est-ce qu'on appelle, tiens, on va faire un test, et ça c'est pour tout le monde, on va voir comment est-ce qu'on appelle la peur du nombre 666. Alors déjà pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que ce nombre 666 ? Qu'est-ce qu'il a de particulier le nombre 666, Rakid ? C'est censé être le nombre du diable. C'est le 3-6, c'est ça ? C'est ça. 66, c'est pas le nombre du diable ? Non, c'est 666. D'accord. C'est le nombre du diable chez les chrétiens en tout cas. Bon, vous parlez de cette peur-là parce que pour introduire une thématique, la thématique de la phobie. C'est ça. Bon, vous regardez dans le livre, comme ça vous faites googler ce qu'on appelle la peur du nombre 666. Est-ce que je le dis ou pas ? Allez-y. Hexacosioi exaphobie. Je l'ai très mal dit, je pense. Et en gros, c'était pour parler du fait que
parce que je me souviens d'un débat qu'il y a eu il y a quelques années sur Twitter que j'avais eu avec une célèbre actrice qui disait qu'elle était homophobe. Elle était homophobe parce qu'elle avait juste peur des homos. En fait, elle avait découpé le truc en disant je suis homophobe, j'ai peur des homos. Donc elle avait la phobie. Hein, ouais, la phobie, comme elle a la phobie des araignées, mais des homos, du coup, en fait, on a le droit d'être homophobe, c'est ce qu'elle disait. En fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a effectivement, il y a des phobies qui sont des phobies. Oui, j'ai la phobie des araignées. Et ensuite, il y a la phobie qui est en fait vraiment une hostilité. C'est vraiment quelque chose qui est contre une catégorie de la population. C'est comme s'il y avait des phobies plus ou moins graves, en fait. C'est ça. Être arachnophobe, c'est pas aussi grave que d'être xénophobe. Enfin, je pense. Même si elles sont très utiles, les araignées. Alors, c'est vrai que dans le racisme, tout est une question de vocabulaire et les gens, finalement, font pas toujours la différence. Quelle est la différence, si vous le deviez l'expliquer, entre un noir et un black ? La différence entre un noir et un black, là je m'étais vraiment penché sur les études de Mabula Soumaoro, qui en fait explique que le black, c'est quelqu'un qui va être cool, qui va écouter de la musique, qui emprunte d'une culture un peu américaine. Le gars, on a envie d'être son pote, quoi. Non, alors, il est américain. Il n'est pas américain forcément, mais il a un peu cette culture-là, hip-hop, Jamaïque, tout ça. En fait, c'est une personne cool, quoi. En fait, les gens l'associent à ça. Alors que dans l'image des gens, le noir, ça va être le travailleur immigré, ça va être l'immigré qui vient d'Afrique, on sait pas d'où exactement, qui parle mal la langue, qui a un travail précaire. C'est ça la différence. Et donc, pourquoi on remplace un mot par l'autre, en fait ? Parce qu'on n'est pas à l'aise. En fait, les gens sont pas à l'aise pour dire noir. C'est ça. Ouais, il y a comme une gêne chez une certaine... peut-être chez les personnes un peu plus âgées, j'ai l'impression. Aujourd'hui, les jeunes commencent à dire noir, commencent à se libérer un peu ce mot-là, mais il y a une honte qui vient peut-être des années 80 où les gens ne voulaient pas dire noir, comme si c'était insultant d'être noir. De dire je suis noir, c'est insultant, ou cette personne est noire. Et donc le fait de dire black, finalement, ça... Ouais, c'est plus doux, c'est un peu comme dire rebeu, quoi. Voilà, c'est un rebeu, c'est un black. Il y a un petit côté, il est cool, moi je suis cool, je suis ouvert et tout. Alors que noir, pour en avoir parlé souvent dans les interviews, les gens me disent ouais, c'est vrai que moi aussi, je ne sais pas dire noir. Ou ça me fait quelque chose de dire noir. Alors que ça ne devrait pas. Vous êtes un passionné de communication, parce qu'on sait moins. Et vous vous êtes passionné pour une thématique à une époque, c'était le racisme dans les publicités. Alors, passionné dans un grand... En tout cas, vous avez listé, vous les avez traqués. Ouais, j'ai traqué parce que je trouvais ça intéressant. Et j'en ai mis un peu dans la BD, juste pour expliquer que les choses évoluent et qu'à une époque, il y avait des marques qui avaient des termes clairement racistes. Bon, les enfants les connaissent plus aujourd'hui. Là, la marque Bamboula, par exemple, c'est super raciste. Vous pouvez taper sur YouTube Bamboula, gâteau, le générique, la pub et tout. C'est incroyablement raciste. Mais ça a étonné personne à l'époque. Et les choses ont évolué. Et c'est un peu une note positive sur le livre. En vrai, c'est vraiment une note positive sur la BD parce que ça montre que ces choses-là arrivent de moins en moins. Ça serait plus possible aujourd'hui ? Ouais, ça serait plus possible. Aujourd'hui, les gens se lèveraient. Même aucun publicitaire ferait ça. Aucun publicitaire, tiens, je veux faire une pub Bamboula ou je veux faire une pub, je sais pas moi, un truc sur les Arabes. Non, ce serait plus possible, quoi. C'est comme c'est plus possible de chanter un truc comme Zoubida de Vincent Lagaffe. Parce que quand on écoute le truc, c'est lunaire. C'est pas vieux, hein. C'est pas très c'est pas très vieux. Enfin, c'est les années 90, 95, ouais, 80. Voilà, à peu près, mais c'est pas super vieux, la Zoubida. Ouais, bien sûr. Mais pour des jeunes, Bamboula aussi, c'est pas super vieux. C'est milieu des années 90. Ça s'est arrêté à ce moment-là. Ouais, on a l'impression. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus loin. Il y a un exemple qui est très connu, c'était Banania. Banania, je l'ai mis pour le mettre parce que c'est un exemple mais qui est beaucoup plus vieux pour le coup. Qui est beaucoup plus vieux et qu'on arrive aujourd'hui, tout le monde arrive à dire que c'était raciste aujourd'hui, globalement, et on arrive à accepter le fait que c'est raciste. L'exemple qui est moins moins flagrant et qui a duré des années, des décennies peut-être. Celui qui dure encore, enfin je crois que là ça vient d'être enlevé aux États-Unis, c'est Uncle Ben's. Ouais. Uncle Ben's, il vient d'être enlevé. Maintenant ils appellent ça Ben's Original, je crois aux États-Unis. En fait, Uncle Ben's, le personnage, en fait c'est pas l'homme noir qu'on voit sur l'image, c'est pas Uncle Ben's. Donc ça c'est le portier du restaurant où allait Uncle Ben's.
Et du coup, moi j'ai appris ça dans le livre. Ouais, Moi je pensais que c'était l'oncle Ben. Ouais, mais on pense tous que c'est ça parce que commercialement en France c'était plus simple d'expliquer ça plutôt que c'est un portier. Et du coup aux États-Unis il y a un peu une levée de boucliers de gens qui disaient mais en fait on peut plus garder cette mascotte là comme ça, dire un portier d'un restaurant sudiste aux États-Unis, en fait ça amène à plein de choses pour les Afro-Américains. Et du coup c'est normal pour moi qu'ils disparaissent, même si ça touche à notre nostalgie. Moi, Oncle Ben, cette marque-là, c'est des choses, on a grandi avec ces marques-là, on a vu des pubs depuis qu'on est petit, et c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir des icônes disparaître comme ça. Même si tout le monde, j'imagine que tout le monde a la baseline, enfin en tout cas le slogan publicitaire de l'Oncle Ben, tout le monde le connaît. C'est quoi le slogan de Ben? C'est le riz de l'Oncle Ben, il ne colle jamais. C'est ça, exactement. Mais ça fait longtemps. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. J'imagine que dans l'inconscient collectif, tout le monde se souvient de ça. Et en fait, ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément agréables, même pour moi. C'est-à-dire de me dire, tiens, c'est un souvenir qui va disparaître. Mais il faut qu'il disparaisse. Parce que pour moi, ok, ça ne m'a pas choqué en tant que tel, mais pour plein de personnes noires ou d'Afro-Américains, je peux comprendre que ça peut être très violent de voir une mascotte comme Oncle Ben's. D'autres exemples de publicité qui étaient ouvertement racistes et qui seraient impossibles aujourd'hui de diffuser? Moi, il y en a une là, j'ai donné l'exemple, c'est celle de Pépito. De Pépito. Ouais. Je sais que Pépito, c'est interdit aux États-Unis, cette marque-là, parce que c'est trop violent en fait. Il faut expliquer aux gens pourquoi c'est interdit. Parce qu'en fait, c'est un stéréotype mexicain. C'est un stéréotype du petit Mexicain, du sombrero, du langage un peu simplé. Parce qu'aux États-Unis, ils ont une très grosse communauté latino. Et du coup, c'est inacceptable pour eux. Nous, étant donné qu'en France, on n'a pas ça, ça reste un petit personnage sympa. Ouais, c'est là aussi de montrer que suivant les cultures, on va avoir des interdits, plus ou moins, des interdits non, mais on va avoir des choses qu'on va être plus touché, plus sensible sur certaines marques. El Gringo, ou pas? C'est raciste ou pas? El Gringo, c'est une marque de quoi? De café, non? Oh, je pense pas que ce soit raciste. Parce qu'en fait, tout dépend, je connais pas cette marque, mais tout dépend de l'imagerie. Non, je crois que c'était pas la marque. Je crois que c'était... Non, c'était El Gringo qui allait chercher du café, avec... Franchement, j'ai pas vu le truc, mais après, tout dépend de la façon dont c'est fait, quoi. Mais oui, aujourd'hui, il y a plein de marques qui se basent sur le côté un peu authentique. Ouais, je vais chercher mon café, je vais le moudre tout seul chez un Mexicain, il me le ramène, je le bois, c'est cool, c'est bon. Après, il faut voir tout ce qu'il y a autour. Et Rakid est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la parution du petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que, aux éditions Lapin. Il y a les Roms, par exemple, si on prend le sujet des Roms, ils sont victimes d'énormément de préjugés, de clichés, de propos racisme, et on n'a aucune voix qui s'élève pour les défendre. Pourquoi finalement on peut tout dire sur les Roms aujourd'hui sans que ça n'émeuve personne? Aucune voix, non, je n'irai pas jusque-là. Mais je grossis le trait. Ouais. Mais parce qu'ils arrivent en fait à la fin de entre guillemets la chaîne alimentaire de l'antiracisme. C'est-à-dire que ils ont eu moins de personnes. En fait, les Noirs et les Arabes sont en France depuis beaucoup plus de temps, et du coup ont eu le temps de se créer un peu entre guillemets des leaders, à créer des idées, à dire en fait ça c'est peut-être pas bien, ça c'est peut-être inacceptable ce qui nous arrive sur ces points-là. Les Roms un peu moins, et en plus les médias leur ont donné tout de suite une image très négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne image des Roms en France, alors que les Arabes, les Noirs, les Asiatiques ont tous même à la télé de bonne qualité. On peut en sortir, même le plus raciste des chroniqueurs arrivent à en sortir des choses quali, alors que les Roms, non. Tout ce qu'on entend à la télé sur les Roms, c'est négatif. J'ai jamais vu un reportage positif sur les Roms. Après, peut-être que j'ai pas assez vu, mais... Quand je me dis que ça n'émeuve personne, alors oui, c'est ça. Moi, j'entends vraiment pas des voix qui s'élèvent contre ça. Non, mais après, ça travaille. Dans le livre, moi, je parle de Hanina Sioussiou, qui est Rome, elle aussi, et qui est avocate, et qui a créé l'association École pour tous, et qui a réussi à faire changer la loi. Parce qu'en fait, moi, j'avais un problème. C'est cette question qui revient. Pourquoi les enfants roms ne vont pas à l'école? Et moi, j'étais comme tout le monde,
en mode ouais, en fait, c'est les parents qui les mettent là pour les faire travailler. Enfin, le truc super. Ils les exploitent, en fait. Voilà, le truc un peu l'idée raciste. derrière, tout ça. c'est voilà, les Roms exploitent En fait, les enfants pour les faire travailler. C'est ça. Moi, j'avais aussi à peu près cette idée un peu préconçue que on m'avait mis à la tête depuis 15 ans, quoi. Et en fait, non, c'est juste que pour aller à l'école, il faut souvent un justificatif de domicile. Eux n'en ont pas. Donc ça c'est une première chose. Donc Anina Socio, la porte-parole de l'association École pour tous, a réussi à faire changer la loi. Donc en fait, les gens travaillent en sous-marin, les gens travaillent pour améliorer ça. Sauf que le souci, c'est que même avec ça, il y a des mères qui refusent qui refusent d'inscrire les enfants à l'école. Donc même des mères de gauche, tout ça. Et ensuite, quand ils arrivent à aller à l'école, souvent ils vivent dans des squats, ce qui fait que dès qu'il y a une expulsion d'un squat, ils sont à peu près déscolarisés 6 mois. Donc en fait, pour tenir une année scolaire, si tu es déscolarisé 6 mois, il va y avoir des problèmes. Et enfin, quand ils arrivent à être à l'école, étant donné qu'ils vivent souvent dans des squats ou dans des lieux un peu insalubres, ils sont souvent harcelés par les autres enfants. Et du coup, de eux-mêmes, ils veulent plus aller à l'école. Donc il y a tout ce truc super triste et dont il faut travailler, quoi. Il faut travailler là-dessus. Déjà, quand on arrive à cibler le problème, on peut commencer à vraiment bosser dessus. Et du coup, le travail de Anina Socio est incroyable sur ce sujet. Il y a des accusés de réception dans ce qu'elle fait. Est-ce que les gens sont intéressés par ce travail? Oui, j'ai l'impression que si elle fait changer la loi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à écouter le problème, quoi. Mais encore une fois, comme c'est des Roms, c'est plus difficile parce qu'on a encore plus de préjugés. Mais même tout le monde, quoi. Enfin, vraiment, j'arrive pas à voir une communauté autour de moi, tout le monde a des préjugés sur les Roms. Oui, et sans que personne ne puisse définir précisément ce qu'on appelle un Rom, d'ailleurs. C'est ça. En fait, un Rom, c'est une communauté qui vient de Bulgarie, de Roumanie, et en fait, c'est un peuple un peu nomade. Et du coup, même là-bas, même en Bulgarie ou en Roumanie, ils sont discriminés. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un truc où eux sont persécutés de partout. Je posais cette question avant la pub. D'où la croyance que les Asiatiques sont jaunes vient-elle? Alors je me suis dit, mais je me suis jamais posé la question, Rakine. D'accord. La vérité. Et vous expliquez dans votre livre comment les Asiatiques sont devenus jaunes. En fait, les Asiatiques n'ont jamais été jaunes. Voilà. Déjà, c'est une grosse révélation. C'est surtout qu'il a fallu leur donner une couleur pour pas qu'ils soient blancs. Parce que les premiers explorateurs, quand ils sont partis en Asie, les Marco Polo, tout ça, quand ils sont revenus, ils ne nous ont jamais définis comme jaunes. Pour eux, c'était des blancs. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont le même spectre de couleurs que les Européens. Alors que les Européens du Sud sont un peu plus mat parce que le soleil, et ceux du Nord sont très blancs à cause du pas de soleil. Et les Asiatiques, les Chinois ont le même problème. Voilà, les Asiatiques du Sud et du Nord. En fait, il y a des professeurs comme Linné que je cite qui ont eu besoin de leur donner une couleur pour les hiérarchiser, pour dire en fait, il y a les blancs, c'est nous, il y a les jaunes, il y a les noirs, et en fait, c'est créer une hiérarchisation des races comme ça, pour créer 3 races. Et ça, c'est quelles années à peu près? Ça, c'est le 18e siècle. Et du coup, ça a très bien marché, parce qu'aujourd'hui, même dans l'inconscient collectif, on se dit les Chinois sont jaunes, ou on s'est teinte un peu jaune, alors que pas du tout. Enfin, il y a eu des slogans black, blanc, jaune. Il y a eu des trucs comme ça. Les Asiatiques, les Asiatiques, les Asiatiques sont jaunes. Mais après, c'est vraiment, je pense, beaucoup plus spécifique aux Chinois. J'ai l'impression dans la culture populaire, mais c'est vrai que tous les Asiatiques ont cette image d'être jaunes. Chinois, japonais, coréens. Voilà. Ouais. Moins l'Asie du Sud, parce que là, clairement, c'est pas du tout. Mais sinon, oui, c'est tous ces pays qui sont en fait blancs. Super blanc, en fait, il faut le constater. Et on se rend compte que c'est tellement ancré dans la culture occidentale que même quand on voit des dessinateurs faire des dessins de presse, moi j'avais vu un dessin de presse un peu choquant sur la mort de Johnny, comme si c'était mon pote, de Johnny Hallyday. Johnny, en fait, il appartient à tout le monde. Ouais, de notre Johnny, où il y avait sa femme Laetitia et ses 2 enfants qui sont adoptés. Ouais. Et le dessinateur, je ne citerai pas le nom, les avait dessinés tout jaunes, quoi. Et je trouvais ça assez violent, quoi. Ouais. Mais effectivement, est-ce que les gens se sont émus de ça ou pas? Non, parce que comme c'est... Enfin, si, il y a une partie de la communauté asiatique qui commence à se... qui commence, non, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais qui commence à parler sur les réseaux sociaux et qui se font entendre, qui font entendre leur voix. Et eux ont commencé à s'émouvoir de tout ça. Alors, il y a les expressions, dites-vous, qu'on ne peut plus dire, qui sont a priori bienveillantes, mais qui sont très racistes. Alors, par exemple,
Des exemples d'expressions qu'on entend tous les jours qui sont racistes, rakides. Un truc comme... Ouais, tu parles sans accent, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai eu souvent. Ah, t'as pas d'accent. Eh ben, ouais, je suis né ici. Ou... Vous pourriez avoir l'accent auvergnat. J'ai un peu l'accent. Je l'ai corrigé en arrivant à Paris, mais c'est vrai que je l'ai encore un peu. Ou sinon, t'es beau pour un noir. Ou t'es beau pour un arabe. Ou t'es beau... En fait, c'est des compliments où tu te dis « Ah, cool !» Mais en fait, non. Ça veut dire que toi, t'es un peu plus beau que le reste de ta communauté qui sont normalement moches, mais toi, t'es beau. Ça, c'est des choses c'est très, très fréquentes. Et les Asiatiques, par exemple, ont beaucoup souffert ces temps-ci. Enfin, là, ça commence à aller mieux, mais ils ont beaucoup souffert. C'est-à-dire que quand ils voient les stars de K-pop, ils disent « Ah, ils sont beaux pour des Asiatiques. Ils sont beaux pour des Coréens. Ils sont beaux pour des Chinois. » quoi. Donc ça continue. Ça, je pense que ça continue. Mais c'est un truc qu'il faut travailler, en fait. C'est un truc qu'il faut travailler avec C'est pour ça qu'on en parle avec les enfants. C'est qu'il faut travailler le truc et en fait leur dire que non, une personne est belle, point. Mais en fait, dans sa communauté, c'est pas une notion valable, quoi. Enfin, ouais. Quoi d'autre comme expression qu'on pourrait utiliser au quotidien qui sont racistes sans quoi Après, il y a les choses... moi, j'ai un ami qui m'a dit ouais, c'était un noir. On lui a dit ouais, tu sens bon pour un noir. C'est le truc qui est super violent quand même. Tu vois, c'est le truc qui est super violent. Ou ah mais attends, pour un arabe t'es calme. Tu sais, ça va. Pour un Algérien t'es calme. J'ai un ami, on lui a dit ça parce que c'est quelqu'un de très posé. Parce que dans sa tête il y a ce machin. Il y a l'idée qu'il voudrait que les Algériens soient des gens un peu. Faites attention là. Ouais, là la Rakid, vous êtes sur écoute. Là je suis sur Bar FM. Et j'aime beaucoup l'Algérie, vous savez. Mais il y a cette idée. Non, mais ce que vous venez de faire, ça c'est un exemple. Oui. Quand vous dites « et j'aime beaucoup l'Algérie », par exemple. Exactement. Voilà, c'est un peu ironique. Mais oui, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent revenir. Et toutes les racistes peuvent facilement dire « et ». Alors on a évidemment Nadine Morano qui est restée célèbre. J'ai une amie noire. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai une amie noire? Moi, je suis triste pour son amie noire. C'est-à-dire que son ami est d'abord noir avant d'être son ami. J'ai une amie, tatati, ça devrait s'arrêter là. Il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on ne combat pas les racismes ou le racisme d'une même voie et que finalement il y a autant d'associations qui soient différentes, qui soient chacune sur leur créneau? Parce qu'en fait, chaque racisme a ses spécificités. C'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure sur les Roms qui ne vont pas à l'école, les enfants Roms qui n'iraient pas à l'école, on a besoin de comprendre pourquoi. Et on a besoin de combattre avec certains outils. Moi, l'exemple que je donne dans la BD, c'est le médecin. C'est-à-dire que le médecin, il ne peut pas tout soigner. C'est-à-dire que des fois, il va dire, là, tu as un cancer, donc il faut que tu ailles voir ça. Tu as un problème t'as un problème des yeux, tu vas chez un ophtalmo. Mais le généraliste ne va pas tout combattre à son niveau. Et ben, le racisme, c'est pareil. On a besoin pour chaque racisme d'avoir des gens qui s'y connaissent vraiment et qui ont vécu certains racismes. Parce que moi, si j'étais une association antiraciste et qu'on me disait de travailler sur le racisme anti-tzigane, anti-rom, en fait, je serais un peu démuni. Je me dirais, qu'est-ce qu'ils doivent vivre peut-être... Enfin, j'aurais pas d'idée précise. Il y a une confusion que le grand public fait souvent, c'est arabe, maghrébin, musulman. Alors, un peu comme les Roms, l'islamophobie, c'est quand même quelque chose de fréquent, on va dire. De plus en plus fréquent. De plus en plus fréquent et de plus en plus ordinaire. C'est ça. En fait, et de banaliser, j'ai envie de dire aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, on peut... j'ai l'impression que les musulmans les Arabes sont transformés en musulmans. Dire j'aime pas les Arabes, c'était un truc très 80-90, Jean-Marie Le Pen. Alors que dire j'aime pas l'islam, ou j'aime pas les musulmans, il y a un côté, en fait, j'ai juste un problème avec la religion, pas vraiment avec les gens, et du coup, il y a cette transformation un peu sémantique. C'est pas vraiment la même chose. Et pareil, arabe et maghrébin, c'est pas... Oui, en fait, moi j'explique rapidement, arabe, c'est vraiment ceux qui vivent dans la péninsule arabique, ou sinon, c'est une identité sociale. En France, un arabe, c'est une personne, souvent, qui vient du Maghreb, mais là, c'est vraiment une identité sociale. C'est pas son origine. Après, il y a maghrébin, donc Maroc, Tunisie, Algérie, et enfin, musulman, qui est une religion à part, quoi. Parce que lier arabe et musulman, en France, ça a beaucoup de sens, parce que c'est la communauté, voilà. Mais dans le monde, c'est en Indonésie où il y a le plus de musulmans. C'est le pays le plus musulman du monde. Qui compte le plus de musulmans au monde. C'est ça. Ouais.
Donc en fait, c'est toute une histoire de perspective. Comment est-ce qu'on combat le racisme, en fait? Vous avez réussi à répondre à cette question de façon efficace, Rakid? Déjà, acheter cette BD. Je crois que c'est un très bon début. Et ensuite, c'est au quotidien, la chose qu'on peut faire, c'est ne plus se taire. C'est-à-dire qu'on est un groupe d'amis, même s'il n'y a pas de personnes qui puissent être victimes, mais si on a un ami qui va dire une réflexion raciste, c'est de lui dire, tiens, mais ce que tu viens de dire, c'est raciste, même si ça va l'agacer. Et en fait, au bout de 2-3 fois, il arrêtera de dire ça. Il arrêtera de dire ces mots racistes. C'est de l'éducation, en fait. C'est de l'éducation, en fait. C'est juste qu'il faut oser un peu être le gars un peu relou qui dit « Ah, mais non, ça, c'est raciste ce que tu dis. » Parce qu'en fait, ça apporte rien à la conversation. Vous êtes en dédicace vendredi, tiens. Vendredi 29 octobre, je suis en dédicace chez BD Net à Bastille. Ouais, si vous voulez aller voir, enfin que vous êtes parisien, que vous allez aller voir, à quelle heure vous êtes? De 17h à 19h30. Très bien. Et après, je serai au salon de la BD. Mais j'ai plus les dates. Mais c'est dans le Marais, donc pareil. Ah ouais? Ouais. Bon, central, hein? C'est ça. Bon, Rakid était notre invité ce matin. Le livre devrait être obligatoire. C'est ça. Moi, j'ai appris énormément de choses dans votre livre. Beaucoup de plaisir à le lire. Et puis vos petits personnages. Donc, on rappelle le titre du livre. Donc, ça s'appelle... Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que. C'est une caméra, je montrerai la caméra. Aux éditions Lapin. Voilà. Et puis, il y a évidemment la dédicace à l'intérieur. Il n'y a pas que. Donc, il n'y a pas que. Les tontons racistes et tout ça. Exactement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, Rakid, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.